Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Jean-François, le premier ministre François Legault, qui, après avoir rencontré les principaux joueurs de l'aluminium, poursuit sa mission aujourd'hui à Washington avec le Conseil de la Fédération. Le Conseil de la Fédération, mais aussi il va rencontrer plusieurs personnes du domaine politique aujourd'hui, autant républicains que démocrates. Donc effectivement, comme tu le mentionnais, après avoir rencontré des personnes dans l'industrie de l'aluminium, on va essayer de passer à un autre niveau. On sait que M. Legault a qualifié de ridicule la guerre commerciale que Donald Trump essayait de lancer contre le Canada. Et François Legault a même émis l'idée ou l'option que l'aluminium qui est fabriqué au Québec soit envoyé en Europe pour essayer de justement défier les Américains. Donc, on essaie encore une fois là, aujourd'hui de débroussailler tout ça pour essayer d'arriver avec une contre-proposition ou à tout le moins un contrepoids à ces menaces de Donald Trump. Je dois vous avouer que j'ai quand même hâte de voir les retombées concrètes de cette visite-là à Washington. Je comprends, lorsqu'on rencontre des grands de l'industrie de l'aluminium, on prêche à des convertis. Là. On comprend, on voit le côté complètement illogique des tarifs imposés par Trump. Mais si la délégation canadienne, tu dis, la délégation canadienne va rencontrer certains élus, bon, c'est une chose. Mais regardons ce qui se passe aux États-Unis, là. Celui qui décide, c'est le boss. Puis le boss, c'est le Donald. Si tu rencontres pas le Donald, est-ce que ce sera un coup d'épée dans l'eau ou est-ce qu'on réussira quand même à avoir une réelle influence? Je regardais, moi, son secrétaire au commerce, là. Lorsque Trump a signé le décret un peu plus tôt cette semaine, il est à côté de lui, oui, un béni oui. Hoche la tête. Hoche la tête, oui, vous êtes merveilleux, Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de faire, c'est fantastique, vous ne mettrez pas pantoute votre économie à terre. Make America Great Again, c'est merveilleux, fantastique. Et là, tu te dis, si tu n'as pas accès. Moi, j'avais trouvé M. Legault, il avait fait un bon coup lors de l'inauguration de Notre-Dame là, à Paris. Il avait réussi un petit peu à parler avec M. Trump. S'il n'y a aucun membre de la délégation canadienne qui s'entretient directement avec le président... La garde rapprochée, à tout le moins. Ben oui. Alors, moi, ça, je me questionne là-dessus. J'ai hâte de voir. Deuxième point important, et c'est CBC qui nous l'apprenait, là, ça sera peut-être pas juste 25 % de tarifs. Ça sera peut-être 50 % de tarifs sur l'acier et sur l'aluminium. Pourquoi? Ben, c'est qu'advenant le cas où le sursis qui nous a été gracieusement, je mets des grands guillemets, là, offert par le président Trump, un sursis qui va prendre fin début mars. Faisons un scénario, OK? Advenant le cas où, début mars, là, M. Trump n'a pas ce qu'il veut à la frontière, et il impose ce 25 %. Dans notre esprit, hier, on se disait, OK, bon, 25 %, puis après ça, il y a une deuxième, pour le reste du monde, un 25 % qui va s'appliquer sur l'aluminium et l'acier, qui va venir de, je sais pas, partout à travers le monde. Mais là, c'est pas ça. Il y a un responsable de la Maison-Blanche qui a déclaré à la CBC, ça s'additionne. 25 plus 25. 25 plus 25. À ce moment-là, je ne vois pas dans quelle optique on va réussir à rester compétitif pour le marché américain. Là. Mais juste pour revenir 2 secondes à ce que tu mentionnais, est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau, la visite de M. Legault, étant donné qu'il ne rencontre pas les grands décideurs ou les personnes qui prennent les décisions? Est-ce que, au niveau de l'opinion publique, il pourrait réussir à, justement, en rencontrant certains élus, et certaines entreprises réussir à faire un bout de chemin auprès de l'opinion publique? Et est-ce que ça pourrait faire changer l'opinion de M. Trump? Évidemment, on sait que M. Trump est sa propre personne lui-même à prendre ses décisions, mais est-ce que ça pourrait peut-être jouer ou avoir un impact? Mais c'est un bon point ce que tu soulignes là, parce qu'on commence à en entendre certaines voix. Là. Pensons notamment à Ford hier. Tu sais. Ford, qui est quand même un constructeur automobile d'importance aux États-Unis, des commentaires très, très durs de la direction de Ford. Il y a certains élus américains aussi, d'État, qui vont être touchés, qui commencent à exprimer des voix discordantes. J'ai hâte de voir, tu sais. Moi, je suis content qu'ils tentent quelque chose. C'est bien cette semaine que M. Legault soit à Washington. Et j'ai quand même hâte de voir le résultat de tout ça, parce que le décompte continue. Là, on est à 22 jours là, de ce fameux sursis-là. Pendant ce temps,
En politique intérieure, dans la course à la direction du Parti libéral du Québec, il y a eu quand même une déclaration fracassante de Denis Coderre au cours des dernières heures qui décide d'une part de se retirer de la course, il ne va pas contester le résultat, il ne va pas contester son exclusion à lui qui n'avait pas rempli toutes les conditions selon le parti et il fait des déclarations assez coup de poing. Là. Il fait des déclarations assez coup de poing. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je ne suis pas convaincu que ça sert grand-chose pour M. Coderre d'aller de cette façon-là. Ceci étant dit... Il règle ses comptes. Effectivement. Et comme il disait aussi, il a pris un peu de recul avant de justement prendre la parole. Il ne voulait pas y aller à chaud lorsque les décisions ont été annoncées ou à tout le moins, on voyait que la situation semblait lui glisser entre les doigts au cours des dernières journées. Donc, il se retire de la course à la chefferie ou à la direction du PLQ. Il a décidé de ne pas en appeler de la décision du comité électoral du PLQ qui avait décidé de rejeter sa candidature. Et le parti avait mentionné que son dossier était incomplet. Évidemment, c'est une façon politiquement correcte de signaler qu'on passe à autre chose. Et puis, effectivement, lui a toujours eu... une bonne opinion de lui-même, disons ça comme ça. Alors, j'ai hâte de voir quelles seront ou quelle va être la suite des choses pour M. Coderre. On comprend que M. Coderre, ça s'est pas terminé comme il le souhaitait sur la scène municipale, on s'en souviendra. Il a été éprouvé par des ennuis de santé également. C'est un homme qui est combatif, mais on a senti depuis le début dans cette course à la direction du Parti libéral, un certain malaise. Là. Ça peut aller même de réactions de députés lorsque son nom avait commencé à circuler. On se souviendra du rire de Marois Risky. Alors, est-ce que l'establishment, ce sera à eux de répondre à ces questions-là, mais est-ce qu'à la base, l'establishment, c'est un peu les prétentions de M. Coderre, là, est-ce que les dés étaient pipés? Est-ce qu'ils ne le voulaient pas de toute façon dans cette course-là? Mais t'sais, ça fait un certain temps qu'on a un peu l'impression d'assister à un accident de voiture au ralenti. Là. On voit les choses aller. Humainement, je trouve que c'est une triste fin pour M. Coderre qui, là, semble se lancer dans une certaine vengeance, que ce soit envers Revenu Québec, qu'il a l'intention, ou en tout cas qui s'est gardé certaines réserves là, d'intenter des poursuites. Ça avait été mentionné. Est-ce qu'il en intentera aussi contre les instances du Parti libéral? En tout cas, on verra bien, là, mais c'est certainement pas la fin de la carrière politique là, qu'il aurait souhaité. Restons en politique, mais on va traverser de l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa. Il y a un certain moment, on décortiquait les sondages, puis on se disait Pierre Poilievre va être imbattable à la prochaine élection, une avance historique. Ça fait pas si longtemps. Et ça fait pas si longtemps que ça. Puis c'est fou de voir à quel point le vent tourne vite en politique. Hein? Et lorsqu'on ajoute dans l'équation un certain Mark Carney, le portrait est complètement différent. Complètement différent. Et là, on mentionnait, ça s'est passé quand même assez récemment. On a juste à penser depuis l'arrivée en poste de M. Trump, 20 janvier approximativement. Donc, en l'espace de 2, 3, 4 semaines, même pas, on voit à quel point la dynamique a changé. Et effectivement, tu fais allusion au sondage léger de la presse canadienne qui est sorti. On voit que les chiffres, c'est 40 pour le Parti conservateur, 31 pour le Parti libéral. Et avec Mark Carney comme possible chef, 37-37. Donc, c'est intéressant à voir et c'est surtout impressionnant de voir à quel point le vent a tourné et changé vite. Et possiblement que la question de l'urne qui a changé aussi a entraîné ces changements-là. Alors, ça va être intéressant aussi. Le 9 mars prochain, c'est la date où on va connaître le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada. Donc, encore quelques semaines qui risquent d'être très intéressantes pour voir pour la suite des choses. Et le momentum a vraiment changé. Ce sera tentant, moi, j'ai l'impression, pour les libéraux d'en profiter puis de se lancer, là. De ne pas attendre que ce soit, les oppositions qui vont s'allier pour déclencher une élection. Est-ce que là, la stratégie sera peut-être même l'inverse en disant, là, on a besoin d'un mandat fort? De contrôler le narratif. Puis c'est très élégant. Jean-François, tu dis, attendons au 9 mars.
Ça fait longtemps qu'on parle plus de Mme Freeland, Alors, quand même. non, Je veux dire, dans mon esprit, il n'y a plus de course. Il n'y a plus de course, mais officiellement, certes, mais Oui. il reste que, en effet, ça traduit quelque chose. Ça traduit quelque chose, mais dans mon esprit, il n'y a plus de course du tout. Et du côté des conservateurs, il va falloir changer la stratégie. Parce qu'autant où Pierre Poilievre était excellent pour cogner sur la tête de Justin Trudeau avec toutes sortes de slogans, axe de taxes, tu sais, lorsque les conservateurs ont profité de ce vent qui soufflait très, très fort d'insatisfaction contre M. Trudeau, Pierre Poilievre maîtrisait l'art là, avec perfection. Or, là, l'ennemi a changé. L'ennemi s'est rendu Donald Trump. Et là, j'ai l'impression que les conservateurs ont de la difficulté là, à se réorienter. Mark Carney a importé plusieurs idées du programme conservateur là, dans ce qu'il a mis de l'avant. Alors là, j'ai l'impression que les conservateurs ont de la difficulté un petit peu à retrouver le rythme face à un Mark Carney qui se sert effectivement un peu comme une expression de hockey. Il se sert du playbook, là, du livre de jeu de l'adversaire. On sent un recentrage du parti aussi, là, après avoir couché avec le NPD puis après avoir vraiment tourné à gauche. Là, on sent vraiment davantage un recentrage. Là, mais juste des ajouter une libéraux. dernière petite chose, quand je mentionnais les prochaines semaines vont être intéressantes, c'est qu'il y a quand même des débats qui vont avoir lieu. Est-ce que Mark Carney va réussir à tirer son épingle du jeu en débat? Je ne sais pas. On connaît moins ses qualités d'orateur. On ne l'a pas vu beaucoup dans les médias non plus. Donc, est-ce qu'il va être en mesure d'exprimer et de bien expliquer ses idées et c'est ce qu'il souhaite implanter? C'est ce qui risque d'avoir aussi un impact et d'être intéressant à voir au cours des prochaines Il semaines. va falloir le dynamiser un petit peu là, pour C'est ça, l'avoir le rencontré. baromètre du charisme est à moyen en ce moment-là, en effet. Quelqu'un de très compétent, mais il va falloir le dynamiser un petit peu. Le tsar du fentanyl, on en a beaucoup parlé, c'était un enjeu, c'était une demande de Trump, et bien il a été nommé. Oui, Kevin Brosseau, c'est un ancien haut gradé de la GRC. Il a également agi comme sous-conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre. Donc, le poste, on va s'en rappeler, avait été créé dans l'espoir d'apaiser les demandes ou, à tout le moins, répondre aux demandes du président Donald Trump. Donc, ça va être intéressant de voir. Il va être d'ailleurs probablement sur place à Lansdowne Park aujourd'hui en Ontario. M. McGuinty est supposé d'être sur place pour visiter le point d'entrée à cet endroit. Et on dit que Kevin Brosseau devrait être également de la partie. Sur la scène culturelle, Marie-Gabrielle, tu as 2 nouveautés musicales pour Oui, nous, mais ça dans fait 2 univers vraiment différents. Complètement. Ça fait 2 semaines que je me berce ou que je me branle le bassin sur 2 affaires complètement différentes. Viviane Audet, on la connaît bien d'abord dans sa vingtaine comme actrice. Hein? On l'a vu dans Nos étés, dans Grand Ours. En 2021, donc là, ça fait un petit moment, là, elle s'est donné le défi, un peu comme d'écriture automatique. Là. Elle s'est assise devant un piano droit, duquel elle avait un peu hérité. Là. L'histoire est un peu nébuleuse. Et elle s'est forcée à pianoter, mais dans un esprit de composition. 1 pièce par jour. Ça niaisera pas. Okay. Pendant 2 mois. Donc vraiment, c'est un bel exercice. Pendant 60 jours, elle s'assoit là, en n'ayant pas trop de fil rouge. Vraiment, là, on y va un peu de façon impressionniste. En petit coup d'œil, ça donne ceci. C'est très beau. L'album est magnifique. Ça s'appelle Le piano et le torrent. Elle vient de Maria, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, Viviane Audet. Et en à peu près 2 ans, elle a subi un réel torrent. Elle a perdu sa grand-mère pendant la pandémie. Elle n'a pas pu, comme tellement de Québécois, Québécoises, donc aller assister et lui dire un dernier au revoir. Son père a annoncé un coming out. Ses parents se séparent, vendent la maison de Maria et elle se rend compte que bien qu'elle ait quitté la région à l'âge de 18 ans, Maria, c'était ses racines. C'est où on retourne, où on refait, on recharge la batterie, on réaffirme l'empreinte identitaire culturelle. Et vraiment, on sent qu'encore une fois, dans la démarche, elle est allée comme ça avec 15 titres. On vient d'entendre Maria. Je vous fais écouter nos galeries. On dirait qu'on voit le paysage de la Gaspésie pour ceux et celles qui sont déjà allés. Moi, j'écoute souvent son album le soir et on a posé la question à Viviane Audet. « Hey, Viviane, est-ce que ça t'insulte
quand on te dit qu'on s'endort sur ta musique. Elle dit non, c'est un compliment, Ben oui, j'adore. je comprends. Ça veut dire que je vous emmène dans des paysages où vous pouvez finalement soit vous laisser aller ou redevenir vous-même. C'est une fille qui fait beaucoup de musique aussi pour l'écran. Arsenault et Fils, c'est elle. Le magnifique film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Elle travaille avec son amoureux. Lui, à chaque fois que je peux le nommer, je suis contente. Robin Joël Cool. On l'aime beaucoup. Mario l'avait reçu en entrevue il y a quelques mois. Vraiment, c'est un super duo en création. Donc, allez découvrir ça, le piano et le torrent. Et là, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Oui, Je merci du glisse rappel. dans votre liste de lecture une remouture du DJ canadien Ketrenada qui vraiment a plu à être présenté. Il a gagné le prix Polaris lors de la sortie de son premier album, nommé au Juno, nommé partout aux États-Unis, collabore avec Pharrell Williams, vraiment un grand. Il vient de sortir une version instrumentale de son dernier album, Timeless. Là, imaginez-vous avec le verre que vous voulez bien à la main et la personne avec qui vous aimeriez être vendredi, ça va le faire. Ah, ça le fait certain? Ça le fait certain? Ben oui, ça le fait certain. Bon, ben voilà. Et- Alors, je vous aurai transmis comme ça certaines suggestions. Ça dépend de votre état vendredi. Je m'imagine aussi un petit verre à la main en train de regarder la confrontation des 4 nations. Ça commence là, ça commence ce aujourd'hui. soir. Ça commence ce soir. Duel Canada-Suède. Ça va être présenté au Centre Bell. Ça va être bon, ça. On a connu l'identité hier du gardien de but qui sera devant la cage pour l'équipe Il canadienne. était un peu surpris, je te cacherai pas. Écoute, déjà, il y a certaines personnes qui disent « Oups, je pense pas que c'était le bon choix. » Donc, déjà... Il n'y en a pas arrêté beaucoup, en tout cas, dans l'entraînement. Là. Je regardais un peu les comptes rendus de nos collègues qui étaient là. Je sais pas. Ouais. Alors, ce sera Jordan Binnington. C'était soit lui, Aiden Hill ou Samuel Montembeault. Évidemment, on aurait eu un petit penchant pour Samuel Montembeault. Mais donc, tout ça pour dire que c'est le choix que John Cooper a fait. Donc, premier duel de ce tournoi ce soir. La partie est à 20h, mais dès 19h, il va y avoir une émission d'avant-match sur les ondes de TVA Sport. Rendez-vous.